C'est une page sombre et honteuse de notre histoire. Celle de la France collaborationniste du régime de Vichy et du maréchal Pétain, de 1940 à 1945. Aujourd'hui encore, Vichy abrite un secret bien gardé. Un secret qui dormait dans les archives depuis plus de 70 ans et qui se cache derrière un nom insignifiant, le service des contrôles techniques. Le nom, service des contrôles techniques, ça planquait un peu l'activité. Service des contrôles techniques, SCT. 3 lettres qui dissimulent une incroyable histoire d'espionnage. Une vaste opération d'écoute et de lecture de courriers dont a été victime la population française dans son ensemble. C'est la seule fois dans l'histoire de France qu'il y a eu un espionnage de la vie privée des Français à une telle échelle. Vous avez 2 millions de lettres à peu près qui sont lues tous les mois. Objectif de cet espionnage à grande échelle, connaître les pensées secrètes des Français et surtout aider le maréchal Pétain à gouverner. Gouverner, c'est savoir, et donc savoir quand on a la possibilité d'entrer dans le courrier des gens et dans leur intimité, dans leurs secrets, c'est un moyen formidable. Le secret était d'autant mieux camouflé que le SCT ne s'est pas contenté de jouer les instituts de sondage occulte. Il est devenu une terrible machine à broyer. Pendant les 4 années d'occupation, les contrôles techniques ont livré une chasse aux opposants et surtout aux Juifs. Le service des contrôles techniques est un instrument de la police politique qui est mise en place par l'État. C'est une arme de destruction policière massive. Aujourd'hui, 70 ans après les faits, on prend tout juste la mesure des ravages provoqués par le SCT. Pour cela, il a fallu le travail d'enquête d'un historien, Antoine Lefébure. Après des années de recherche, il est parvenu à établir que le SCT a joué un rôle clé dans la répression sous Vichy. Toute la partie répressive, il fallait vraiment chercher pour la trouver, parce qu'on ne savait pas que ça existait. Donc moi, j'avais cette idée a priori, donc j'ai fini par trouver. Raconter l'histoire du SCT, c'est entrer dans les entrailles de Vichy, pour comprendre l'une des facettes les plus noires du régime collaborationniste. Une plongée au cœur de la répression et de la psychologie d'un homme, Philippe Pétain, obsédé par la maîtrise du pouvoir et le contrôle total de la population française. « 10 mai 1940. 9 mois après le début de la Deuxième Guerre mondiale, les chars allemands enfoncent la défense française dans les Ardennes. Une offensive éclair après de longues semaines d'immobilisme. Alors que les Pays-Bas et la Belgique ont capitulé, l'armée française la plus puissante du monde ne peut résister au rouleau compresseur allemand. Le 14 juin, les nazis entrent dans Paris. Devant l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement Paul Reynaud démissionne et appelle le maréchal Pétain à la rescousse. Lui, le héros de la Grande Guerre, paraît être le seul en mesure de sauver le pays de la défaite. Les Français placent tous leurs espoirs en lui. Le maréchal Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. C'est un homme âgé, il est né en 1856, qui fait donc figure un peu de sage. Beaucoup de Français le considèrent comme un protecteur, comme le protecteur de la population. Mais contre toute attente, l'homme qui devait sauver la France l'engage à reconnaître sa défaite. Le 17 juin, le maréchal demande l'arrêt des combats. C'est la stupéfaction. Un
un armistice est signé à Rotonde 4 jours plus tard. Il prévoit l'occupation des 2/3 du territoire par les Allemands au nord et à l'ouest. Au sud, dans une zone dite libre, les Français conservent un semblant de souveraineté. Pétain et son gouvernement s'installent dans la petite ville de Vichy, devenue capitale provisoire du pays. Le 10 juillet, les parlementaires votent les pleins pouvoirs au maréchal, qui s'autoproclame chef de l'État français. Dans la foulée, Pierre Laval, jusque-là sénateur, est nommé vice-président du Conseil, soit numéro 2 du nouveau régime. Avec Laval et quelques fidèles, à 84 ans, le maréchal décide d'entamer le redressement de la France autour des valeurs travail, famille, patrie. 2 mois plus tard, en octobre 1940, Philippe Pétain rencontre Hitler à Montoire. Le chef de l'État promet au dictateur nazi de collaborer avec lui. Pour les Français, c'est un choc. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Une collaboration a été envisagée entre nos 2 pays. J'en ai accepté le principe. Quand Philippe Pétain, après avoir rencontré Hitler à Montoire, décide de s'engager dans la voie de collaboration, toute une partie de l'opinion publique décroche, précisément parce que l'espérance que le maréchal prépare la revanche, l'espérance que le maréchal soit de mèche avec le général de Gaulle, eh bien cette espérance est, dans une certaine mesure, bafouée. Philippe Pétain en a conscience. Il sait l'adhésion à sa politique de collaboration fragile. Jusqu'où peut-il aller? Sur quelle partie de la population peut-il compter? Derrière les acclamations et les sourires, combien d'hommes et de femmes sont vraiment prêts à marcher main dans la main avec les Allemands? Combien accepteront le projet de renouveau de la France? Pour gouverner sereinement, le maréchal a besoin de le savoir. Mais dans un régime autoritaire qui tourne le dos à la démocratie, le chef de l'État n'a plus aucun moyen de connaître les pensées des Français. D'habitude, le pouvoir connaît l'opinion publique parce que la liberté de la presse permet à chacun de s'exprimer, de critiquer, de dire ce qui ne va pas, ce qu'on souhaite, etc. Plus de presse libre, fini. D'habitude, vous avez les enceintes parlementaires. Il n'y a plus de représentation parlementaire. Les mairies n'existent plus. Quand un maire déplaît au régime, eh bien, il est renvoyé et remplacé par ce que l'on appelle une délégation spéciale. Ce qui veut dire que le régime de Vichy est aveugle quant aux sentiments de sa population. Or, on ne sait jamais comment une population peut évoluer. Est-ce qu'une population ne peut pas soudain s'embraser, s'insurger? Connaître l'opinion publique est une question de survie pour le régime. Puisque tous les capteurs qui permettent de sentir le pouls du pays sont brouillés, Philippe Pétain va employer les grands moyens. Il va espionner la population. Un espionnage massif, lors duquel le maréchal va faire lire le courrier des Français et écouter leurs conversations téléphoniques. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule fois dans l'histoire de France qu'il y a eu un espionnage de la vie privée des Français à une telle échelle. Vous vous rendez compte, vous entrez dans l'intimité, vous ouvrez un courrier, vous entrez par effraction, hein, si j'ose dire, dans la vie des gens qui ne s'en doutent pas. Cette idée d'espionner la population ne sort pas de nulle part. Pétain s'appuie sur un service de l'armée déjà existant qui a fait ses preuves avant lui, le contrôle postal. Ce service activé lors de chaque conflit permet à l'armée de prendre connaissance du courrier échangé par la population. Il a surtout pris une dimension inédite lors de la Première Guerre mondiale. Dès 1915, toutes les lettres rédigées ou reçues par les soldats sont lues par des militaires. L'objectif est d'éviter la diffusion d'informations contraires aux intérêts de l'État.
Les informations qui vont être recherchées vont être les informations tactiques, c'est-à-dire concernant des déplacements de troupes à venir ou concernant des opérations que l'État ne souhaite pas voir connues de l'arrière. Et donc les gens reçoivent les lettres, les familles, elles sont caviardées, comme on dit, c'est-à-dire que les passages qui ne devraient pas figurer dans ces lettres sont ancrés de noir pour qu'on ne puisse pas les lire. Les réflexions des poilus sur l'horreur de la guerre, le récit de leur quotidien avec la mort, les obus, la boue, les rats, sont eux aussi censurés. Le moral des troupes est l'autre priorité, car une guerre se gagne aussi à l'arrière. Le contrôle est maintenu jusqu'en 1919, puis disparaît comme il était apparu, une fois la situation normalisée. Lorsque le conflit éclate en 1939, le contrôle postal est aussitôt réactivé. Comme en 14, des millions de lettres sont épluchées chaque semaine et marquées du sceau de la censure. Avec le développement du téléphone, les conversations sont à présent elles aussi écoutées. Pour cela, des militaires travaillent aux côtés de demoiselles du téléphone qui sont chargées de relier les abonnés entre eux. Effectivement, 2 correspondants étaient obligés de passer par une personne, qu'on appelait l'opératrice, les demoiselles du téléphone, qui établissait la communication. L'opératrice attrapait un cordon, rentrait une fiche dans un trou et était en relation avec le demandeur, qui lui disait « je voudrais tel numéro à tel endroit ». Donc l'opératrice, avec son autre cordon, mettait une fiche dans un jack pour acheminer la communication. Au mois de janvier 1940, alors que la France et l'Allemagne se regardent toujours en chien de faïence, sans se livrer aucun combat, Georges Volatron, un instituteur de 32 ans, est appelé sous les drapeaux. Il est affecté au service de la censure postale. Installé dans un bureau de poste, Georges découvre l'étrange travail qu'il doit effectuer pour le compte de l'armée. Dès qu'une conversation lui semble intéressante, il a pour ordre de la noter sur son carnet. Si c'était pour raconter que le gamin avait pleuré toute la nuit, ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait savoir, c'est ce que les gens pensaient dans leur fort intérieur, en quelque sorte, sur la conduite des opérations, sur les événements. Après la défaite de juin 1940, Georges Volatron, comme une partie de l'armée, est démobilisé. Mais la censure postale ne va pas disparaître pour autant. Car au lieu de la dissoudre, le maréchal prend une décision qui va peser lourdement sur les populations. Il va transformer la censure postale en un service d'espionnage civil. Un changement radical qui s'effectue au mépris des libertés individuelles. En l'espace de quelques semaines, l'ancienne censure militaire va devenir un organisme ultra secret, entièrement dévolu au chef de l'État et ayant pour seul but de l'aider à se maintenir au pouvoir. Puisque Vichy est souverain dans sa zone et que ce nouveau service ne les menace pas, les Allemands laissent faire. La nouvelle arme du régime s'intitule SCT, Service des contrôles techniques. Un nom austère, délibérément neutre, afin de ne pas éveiller les soupçons. Dès l'été 40, en toute discrétion, les premiers agents sont recrutés. Il s'agit d'hommes et de femmes venant d'horizons très divers. Jusque-là, ils étaient secrétaires, comptables ou bien employés de bureau. Les voici affectés à des postes de contrôleurs ou d'inspecteurs et de dactylo pour les femmes. En lisant leurs fiches, on comprend qu'ils se retrouvent là un peu par hasard. Comme cette étudiante en philologie et aide-bibliothécaire, que rien ne prédestinait à un tel travail.
Il y a des gens qui étaient des braves gens, des braves soldats de réserve, etc., qui se sont retrouvés à faire un travail d'espionnage des populations. Les temps sont durs, les prix des denrées alimentaires flambent, et donc il est toujours bon d'augmenter sa pension ou sa retraite avec un petit travail supplémentaire. Comme les espions, les employés du SCT sont astreints au secret absolu. Jamais ils ne doivent mentionner l'existence de leur travail, même à leurs proches. Pour tous ceux qui seraient tentés de parler, les sanctions sont dissuasives. Ils savaient que la moindre indiscrétion pouvait être punie par des peines très très graves. N'oublions pas qu'on est tout de même dans une situation d'exception, donc ils risquaient vraiment la prison et pas pour quelques jours. En zone sud, seules où elles opèrent, les commissions de contrôle quadrillent le territoire. Elles sont présentes dans toutes les grandes villes, comme Lyon ou Marseille, mais aussi dans de plus petites, parfois totalement inattendues, comme Foix ou Montluçon. Rapidement, près de 5000 agents travaillent pour les contrôles techniques. Ils sont installés dans les bureaux de poste et prélèvent du courrier secrètement. Par rapport à l'époque où l'armée opérait le contrôle, les méthodes ont changé. Plus aucune marque de censure n'est visible. Fini le tampon et le caviardage. Les agents ne doivent laisser aucune trace de leur surveillance. Les ouvertures de lettres se font en catimini. Pour décacheter les enveloppes, c'est le système D. Les agents ont bricolé des appareils qui leur permettent d'ouvrir le courrier à la vapeur. Une lettre sur 10 en moyenne est contrôlée, au hasard. Les lecteurs-écouteurs ont développé un espèce de sixième sens et ils sentaient quand une lettre avait l'air d'être intéressante, une enveloppe un peu épaisse, une écriture élaborée. Si l'agent juge un courrier digne d'intérêt, il est transmis à une dactylo qui le recopie intégralement. Faute d'orthographe comprise. Les lettres sont ensuite replacées dans leurs enveloppes, recollées au fer à repasser, puis réexpédiées incognito à leur destinataire. Quant aux conversations téléphoniques, elles sont écoutées par des agents qui enregistrent tous les échanges prometteurs sur un drôle d'appareil qui n'est autre que le tout premier dictaphone. Il ne faut pas imaginer des bandes magnétiques et des cassettes. On grave des sortes de petits rouleaux, de cylindres, et puis qui gravent le son, comme le principe d'Edison pour la musique. Et puis ensuite, donc, des dactylographes transcrivent ces conversations téléphoniques. Très vite, la surveillance du SCT s'opère à une échelle industrielle. 25 000 conversations téléphoniques et 2 millions de lettres sont interceptées chaque mois. Pour atteindre un tel rendement, le SCT a dû forcer la main de la Poste et faire d'elle sa complice. Pour cela, l'administration postale a été contrainte d'enfreindre ses principes. Lire le courrier dans le dos des gens est contraire à son éthique. Depuis la Révolution française, les postiers doivent prêter serment et respecter le secret des lettres. Le viol du courrier est un délit puni par la loi. La Poste ou les PTT de manière plus générale, face au contrôle technique, c'est un véritable embarras. Parce qu'il y a un secret postal. Pour eux, c'est sacré. Sauf que quand leur gouvernement dit « il n'y a plus de secret postal parce que c'est la crise, parce que c'est la guerre, etc. », ils obéissent. Donc la Poste était un collaborateur forcé des contrôles techniques. C'était pas du tout sa mentalité, c'était pas du tout son plaisir, mais un collaborateur tout de même efficace. Car depuis l'arrivée de Pétain, l'ensemble de l'administration est aux ordres. Elle n'est plus tournée vers l'intérêt général, mais vers celui du maréchal. La Poste n'échappe pas à la règle. Comme les autres fonctionnaires, les postiers ont prêté serment au maréchal Pétain. Depuis l'été 40, ils sont aussi sommés de jouer les VRP du régime. La Poste est utilisée par le régime de Vichy, bien évidemment. On se souvient, enfin pour ceux qui l'ont vécu, mais
On a encore les images des calendriers de la Poste avec les effigies de Pétain, des timbres-poste à l'effigie de Pétain. Et donc, il y a une diffusion d'informations qui se fait, bien entendu, par les moyens de la Poste, à la gloire du régime de Vichy. Afin de protéger le SCT, Vichy exige de plus de la Poste qu'elle dissimule l'existence des contrôles techniques. Or, les commissions de contrôle sont installées au sein même des bureaux de poste. Certains postiers ont des doutes. Ils voient bien que des sacs de courrier sont prélevés. Et puis, qui sont ces drôles d'employés qu'ils croisent parfois dans les couloirs? Dans les bureaux de poste, le bruit court que le gouvernement espionne les Français. Mais les PTT ont reçu un ordre express. Les contrôles techniques ne doivent jamais être découverts par le grand public. Si un jour les Français venaient à apprendre que leurs correspondances sont épiées, ils cesseraient de se parler librement. La surveillance perdrait alors tout intérêt. Pour éviter les fuites, le gouvernement de Vichy met donc la pression sur son personnel. Et il n'hésite pas à utiliser la menace, comme le montre cette note envoyée par le secrétaire d'État au PTT à tous les directeurs régionaux de zone sud. Je vous prie de vouloir bien rappeler aux agents de tout grade que l'activité de ces organismes doit être entourée du secret le plus absolu. Les manquements qui viendront à la connaissance de l'administration feront l'objet de peines disciplinaires très graves, pouvant aller jusqu'à la révocation. Les postiers sont donc prévenus. Silence et bouche cousue. Alors, éventuellement, ils font des confidences à leur famille, hein, c'est possible, mais sinon, effectivement, ça ne s'ébruite pas. Vous n'allez pas écrire au Nouvel Observateur ou à Libé pour raconter ce qui se passe, pour le dénoncer. Il faut quand même imaginer, on vit dans un pays complètement étouffé du point de vue des libertés. Beaucoup de fonctionnaires craignent pour leur poste, parce que beaucoup de fonctionnaires n'imaginent pas pouvoir désobéir à un régime qu'ils considèrent comme légal, à défaut d'être légitime, et donc beaucoup de fonctionnaires vont tout simplement obéir aux ordres. En les menaçant de sanctions, Vichy obtient le silence des postiers. Le SCT peut opérer en toute tranquillité. C'est ainsi que les contrôles techniques vont devenir un outil stratégique pour Philippe Pétain et la boussole du régime. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le maréchal est persuadé qu'on lui ment afin de le flatter. Il cherche désespérément à obtenir des retours objectifs sur sa politique. Les préfets ont bien pour mission de lui remettre des rapports sur l'état de l'opinion. Mais ces derniers lui semblent suspects. Ils lui seraient trop favorables. Le maréchal va alors s'appuyer sur des rapports qu'il commande au SCT et qui lui arrivent toutes les semaines. Grâce à eux, le chef de l'État peut adapter sa politique à l'opinion en temps réel. Car dans leurs lettres ou au téléphone, les Français parlent avec franchise de tout ce qui les préoccupe. Des témoignages bruts dans lesquels les craintes et les espoirs apparaissent au grand jour. Un instantané des états d'âme des Français. Je suis bien ennuyé. On brouille tellement la radio de Londres que la patronne s'agace et ne veut plus me laisser écouter. L'attente est le plus grand des maux, et nous vivons dans l'attente. Si l'Allemagne gagne et reste puissante, cette collaboration sauvera ce qui peut être sauvé. Grâce à ces interceptions dont il reçoit des extraits, le chef de l'État peut enfin lire dans les esprits des Français, comme dans un livre ouvert. Ça valorise une fois de plus le fait que l'information est une arme. L'information est un élément qui va permettre d'éclairer la prise de décision, et plus on pourra justement collecter d'informations, plus on pourra prendre des décisions les plus opportunes possibles. À en croire leur conversation, le principal sujet de préoccupation des Français est leur quotidien. À l'heure où les files d'attente devant les magasins s'allongent chaque jour un peu plus, la population est tenaillée par la faim. Le régime de Vichy tente de faire face en organisant un ravitaillement et en distribuant des tickets de rationnement. Mais cela ne suffit pas. De nombreuses lettres interceptées puis recopiées par le SCT
laissent apparaître des Français désabusés, ne s'en sortant que grâce au marché noir, comme ce correspondant écrivant de Marseille à un couple d'amis parisiens. Au point de vue rationnement, la situation est toujours mauvaise. Pour l'améliorer, il nous faudrait beaucoup d'argent et un autre caractère. Nous ne pouvons profiter que des petites combinaisons entre voisins. Et de temps à autre, des amis mieux placés nous font bénéficier de quelques avantages. Nous sommes très maigres, mais pas encore malades. Il y a 2 sujets majeurs qui reviennent dans le courrier qui a été intercepté. C'est d'abord le ravitaillement. C'est un problème constant pour les Français pour se nourrir. Même dans des lettres où ils parlent d'autre chose, le sujet du ravitaillement, de ce qu'ils ont mangé ou pas mangé, revient tout le temps. Deuxièmement, c'est la lourdeur de l'époque, les difficultés de l'époque. Ils parlent énormément de toutes les contrariétés. Et la principale est le fait qu'il y ait des prisonniers. Et chaque famille avait un prisonnier en Allemagne. Mais pour Pétain, la vraie raison de cet espionnage est d'avoir des retours sur sa politique. Sur son choix de collaborer avec les Allemands, bien sûr, mais pas seulement. À l'été 1940, le maréchal a engagé ce qu'il appelle une révolution nationale. Un vaste programme idéologique qui doit transformer le pays en profondeur. Pour cela, le maréchal entend rompre avec les idéaux républicains qui auraient causé tous les malheurs de la France. Son idée, c'est que la France, depuis la Révolution, est entrée en décadence. La Révolution nationale, donc, est une entreprise réactionnaire, au sens propre du terme, qui vise à revenir à un ancien régime, qui est un ancien régime mythifié. Pour ce faire, il faut éliminer de la communauté nationale tous les éléments qui troublent son harmonie, les juifs, les communistes, les francs-maçons, les métèques. L'exclusion d'une partie de la population fait partie du programme de Vichy. Mais comment les Français vont-ils le prendre ? Sont-ils prêts à s'engager dans une telle voie ? Les notes du SCT apportent des éléments de réponse tangibles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les retours ne sont pas toujours très favorables à Pétain. Si au début de l'occupation, les Français acceptent la politique de Vichy sans sourciller, au fil du temps, beaucoup la prennent en horreur. Cette lettre, envoyée en novembre 1941 par une jeune femme à l'une de ses amies, montre bien l'aversion que certains commencent à éprouver pour le régime. Parle-moi de la fameuse devise « Travail, famille, patrie ». Quel travail ? Celui qu'on fait pour les Boches ? Quelle famille ? Dispersée, les uns prisonniers, les autres séparés par la ligne de démarcation ou emprisonnés. Quelle patrie ? Le grand Reich allemand dont nous sommes les esclaves ? Les Français attendaient un bénéfice de la collaboration. Ils ne l'obtiendront jamais. Voilà pourquoi, progressivement, ils perdent confiance et se détournent du régime de Vichy. Considérées comme hautement stratégiques, les notes de synthèse qui recueillent les pensées des Français sont estampillées secrets. Elles sont réservées aux hautes personnalités du régime. Pétain, le chef de l'État, Laval, le vice-président du Conseil, certains ministres et les préfets de région. Toutes commencent par une même rubrique intitulée « Menée antinationale ». Qu'est-ce qui est antinational ? C'est tout ce qui est hostile, parfois même seulement indifférent à la révolution nationale. Donc ça veut dire les gens qui ne font pas confiance au gouvernement, qui n'apprécient pas sa politique, etc. Tout ça est regroupé sous le terme « menée antinationale ». On trouve par exemple des partisans du général de Gaulle partis à Londres continuer les combats, accusés de faire de la propagande. Antinationaux aussi, les communistes distribuant des tracts. Même le fait d'écouter des radios étrangères est considéré comme une activité antinationale. Au fil des mois, les synthèses deviennent de plus en plus précises et classent les préoccupations des Français par thème. On trouve par exemple l'optimisme, la confiance, mais aussi la réprobation à l'égard de la politique du gouvernement. Pour donner le ton, des extraits de lettres sont mis en avant. Il
Il faudrait bien que cela finisse, car on en a plus que marre. On vit dans une anxiété croissante. La politique sociale du gouvernement est bien mal dirigée. Avec le SCT, le contrôle des pensées secrètes des Français est total. C'est une spirale, finalement, qui ne s'arrête plus. C'est très pratique, puisque, finalement, à bon prix, en quelque sorte, le régime sait exactement ce que pensent les Français à tel moment. Difficile de mesurer l'impact réel du travail d'espionnage du SCT sur la politique de Vichy. Mais au fil des mois, il semble bien qu'au lieu de rassurer Philippe Pétain, les notes de synthèse suscitent chez lui une certaine fébrilité. Le renseignement est pour un décideur une drogue dure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris l'habitude de nourrir votre prise de décision par du renseignement collecté par diverses sources, il est très difficile de remettre en cause ce flot et ce flux d'informations parce que justement vous considérez que c'est un des éléments de votre prise de décision éminemment stratégique. C'est ainsi que Pétain est de plus en plus contrarié par les retours négatifs que lui font le SCT sur son bras droit, Pierre Laval. Les synthèses le décrivent comme très impopulaire. Le président Laval, rarement évoqué par ailleurs, demeure en butte à l'antipathie violente de la classe ouvrière. Pierre Laval, qui cumule les tares, il est considéré comme un vendu, comme un homme corrompu, comme un opportuniste et comme un collaborateur. Les Français le trouvent trop dur et n'ont pas confiance en lui. Pétain craint que l'image désastreuse du vice-président du Conseil ne rejaillisse sur lui. Il décide donc de le débarquer. Le 9 février 1941, l'amiral Darlan arrive à la tête du gouvernement. Ce militaire de carrière était déjà secrétaire d'État à la Marine dans le premier gouvernement Pétain. Il veut pousser plus loin la collaboration avec le Troisième Reich. Avec Darlan, le SCT va prendre un nouveau visage pour devenir une arme redoutable entre les mains du régime. Car très vite, François Darlan a une idée. Imaginez, vous êtes au pouvoir et vous avez cet extraordinaire instrument qu'est le service des contrôles techniques qui ouvre des milliers, des centaines de milliers de lettres, voire des millions. La tentation est forte, puisque vous êtes un pouvoir autoritaire, de se dire il faut utiliser ces renseignements pour la répression, c'est-à-dire les transmettre aux multiples services de police qui existent sous le régime de Vichy. Les interceptions permettant de mettre la main sur des auteurs d'infractions sont envoyées à des inspecteurs de police afin qu'ils déclenchent des enquêtes. Sont visés tous ceux qui commettent de petits délits. À commencer par les Français qui pratiquent le marché noir et des trafics en tout genre. Pour de toute autre raison, les femmes qui ont recours à l'avortement sont également dans le collimateur du régime. Car Pétain cherche à séduire les catholiques traditionalistes. Il a besoin de leur soutien. Pour cela, il doit leur donner des gages. La lutte contre l'avortement en est un. L'avortement est interdit en France. Et sous Vichy, cela devient un crime absolu. Au nom, évidemment, de la devise travail, famille, patrie. Et l'avortement en France est passible de la peine de mort. À cause de leur correspondance, toutes ces personnes qui enfreignent la loi vont pouvoir être arrêtées. Les identifier est un jeu d'enfant. La plupart des lettres sont signées et les adresses indiquées. Avec les écoutes téléphoniques, c'est un peu plus compliqué. Mais les contrôles techniques parviennent régulièrement à démasquer les correspondants qui se trahissent en donnant leur nom au cours des conversations. Grâce à toutes ces informations, Darlan transforme les contrôles techniques en auxiliaires des services de police. Pour ne pas griller cette source de renseignements prodigieuse, l'amiral met au point un système diabolique. Il exige que l'origine des renseignements permettant de déclencher des enquêtes policières demeure secrète.
différentes circulaires expliquent que les documents ne doivent pas sortir du SCT dans leur forme originale, mais seulement après avoir été démarqués et transformés en renseignements de sources sûres, d'origine inconnue. Grâce à ce tour de passe-passe, les contrôles techniques sont protégés. En gros, jamais on ne doit savoir que les enquêtes sont diligentées sur un renseignement qui vient du service des contrôles techniques. Systématiquement, il faudra écrire une petite phrase du genre, vous savez, de sources sûres, j'apprends que, etc., etc. De sources sûres. Une formule magique pour les contrôles techniques, mais un cauchemar pour les Français inquiétés par la justice. Tous ceux arrêtés suite à un renseignement fourni par le SCT sont dans une situation dramatique pour se défendre. Ce qui est terrible avec le service des contrôles techniques, lorsque une personne était interrogée par la police, c'est qu'on ne pouvait jamais lui faire connaître les sources. Ça veut dire que pour un avocat, il est quasiment très difficile de remonter les sources et de défendre donc un coupable. C'est digne d'une justice infernale qui ne permet quasiment aucune défense, aucun appel possible de la part de celui qui est incriminé. Malgré tout le zèle qu'ils mettent à faire régner l'ordre en zone sud, Darlan déplaît aux Allemands. Ils le jugent trop mou. L'amiral ne collaborerait pas assez étroitement avec eux. Les nazis imposent le retour de Laval, en qui ils ont toute confiance. Cette fois, le chef du gouvernement ne revient pas seul. Dès son arrivée, le 18 avril 1942, Laval nomme René Bousquet secrétaire général de la police et au maintien de l'ordre. À 33 ans, le plus jeune préfet de France est un spécialiste du renseignement. Bousquet, c'est vraiment un flic jeune, mais déjà très expérimenté. Il a commencé dans les années 30, 36. C'est un spécialiste des fichiers, c'est un spécialiste des écoutes, et il va immédiatement donner au service des contrôles techniques une importance et une puissance qu'il n'avait jamais eue. Sous l'impulsion de Bousquet, le SCT va devenir une machine au service de la répression. Cette fois, il ne s'agit plus de traquer des délinquants, mais tous ceux que Vichy considère comme ses ennemis. Et en ce printemps 42, ils sont devenus nombreux. Plus le régime est collaborateur, réactionnaire, xénophobe et clérical, plus une partie de l'opinion lui tourne le dos. Avec Bousquet au contrôle technique, les ouvertures de lettres se multiplient. En plus des interceptions aléatoires, certaines sont désormais ciblées. Elles visent tous ceux que le régime soupçonne de lui être hostile. Et en priorité, les fonctionnaires, y compris les gendarmes et les policiers. À cause d'une malheureuse petite phrase, certains sont écartés et envoyés dans des camps d'internement administratif. Ces camps qui parsèment la zone libre sont les prisons politiques du régime. C'est donc une mesure administrative. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de procédure judiciaire. On met à l'écart, dans un endroit surveillé, un individu qui est considéré comme dangereux pour la sécurité nationale. Tous ceux qui gênent le régime sont neutralisés aussi longtemps que Pétain, Laval et Bousquet l'estiment nécessaire. Mais plus que les fonctionnaires, il y a un autre ennemi qui obsède le pouvoir, les Juifs. Avec la Révolution nationale, ils sont accusés de tous les maux et mis au ban de la société. Les Juifs n'ont plus le droit d'exercer certaines professions, comme celle d'enseignant ou de journaliste. Leurs biens leur sont confisqués. À cet antisémitisme purement vichiste s'ajoute celui des nazis. Hitler, dans sa folie, veut éradiquer tous les Juifs d'Europe. Les déportations ont déjà commencé. À partir du début de l'année 42, le dictateur nazi exige cette fois des quotas de Juifs à livrer de la part de tous les pays européens qui l'occupent. La France à elle seule est sommée de livrer 40 000 Juifs au plus vite.
Les Allemands font de ces arrestations une priorité parce qu'ils travaillent, pour reprendre la formule consacrée, dans la direction du Führer et que la destruction des Juifs d'Europe constitue une priorité du régime. Officiellement, il s'agit de déporter les Juifs dans des camps de travail en Pologne. Vichy accepte de coopérer de bonne grâce. Le régime voit là l'occasion de prouver aux Allemands sa bonne foi collaboratrice. Le 2 juillet 1942, Bousquet rencontre Karl Auberg, le chef suprême de la SS en France, afin de s'entendre avec lui sur une manière de procéder. Les accords Bousquet-Auberg fixent les modalités de déportation des Juifs de la zone libre. Au nom de la souveraineté de Vichy, il est prévu que la police et la gendarmerie française procèdent elles-mêmes aux arrestations. Mais arrêter 40 000 personnes n'est pas chose facile. Si depuis 1940, les Juifs devaient s'inscrire sur des listes de recensement, beaucoup ne l'ont pas fait. Comment les repérer? Depuis que les arrestations se multiplient, ils se cachent. Bousquet va alors sortir l'atout qu'il a caché dans sa manche. Il va utiliser les contrôles techniques pour traquer les Juifs. Et c'est là qu'on s'aperçoit finalement que le SCT est efficace à retrouver certains Juifs cachés. Ça permet dans les lettres de repérer des caches, notamment dans les milieux ruraux, par exemple dans la Vienne, dans le Cher, dans les Cévennes. Beaucoup de Juifs ignorent que leurs conversations sont surveillées. Au téléphone ou par écrit, ils s'épanchent. Ils ont peur, veulent fuir et cherchent des solutions. Leurs conversations, souvent déchirantes, témoignent de leur folle détresse. Nous vivons dans un cauchemar constant. Nous sommes cachés quelque part. Fritz là, moi ici, le petit Freddy ailleurs, car on cherche les Juifs pour les déporter en Pologne. Chaque jour, chaque nuit, chaque heure peut amener l'irréparable. Je vous supplie de nous aider. C'est probablement ma dernière lettre de ce monde. Au moment où ces lignes arriveront en votre possession, nous serons déjà... Dieu seul le sait. Les déportations en Pologne sont déjà mises à exécution dans les parages. À partir de ces interceptions, des listes de Juifs cherchant à fuir la France sont établies par la police. Celle-ci date du 2 septembre 1942 et fait froid dans le dos. Elle répertorie tous les Juifs des environs de Toulouse essayant de quitter la France. Joseph Pergel, cultivateur, ne se trouve plus en sécurité et cherche à aller dans la Loire. Madame Weissmann s'est échappée avec ses enfants et se trouve actuellement à Grenoble. 76 000 Juifs ont été déportés de France vers les camps de la mort nazie. Pour l'essentiel, ils ont été raflés par la police française. Certains survivants n'ont jamais compris comment ils avaient été repérés. Je pense souvent au retour de la guerre, où certaines familles sont retournées chez elles et ont pu penser pendant des années que le voisin du dessous a pu les dénoncer. Alors que ce n'était pas le cas. La plupart des dénoncés ne savaient pas d'où venait la dénonciation. Peut-être ont-ils eux-mêmes fourni les informations pour être dénoncés. Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd si au sein des PTT, certains n'avaient pas réagi. Face aux rafles, comme toute la population, les postiers sont choqués. Quand on voit ces petits troupeaux de gens avec leurs petites valises et tout, on ne sait pas qu'ils vont être gazés et tout ça, on ne sait pas le meurtre de masse. Mais vous savez, quitter sa famille, son pays, ses voisins, ses amis, les gens ont été pleins de pitié, de compassion et d'empathie pour les Juifs, alors que jusqu'alors, ils étaient indifférents. Dans certains bureaux de poste, des filières pour sauver des Juifs se constituent. C'est le cas au 103 rue de Grenelle à Paris. C'est ici que travaille Georges Maupomé. Sa mission, fabriquer des cartes professionnelles pour les agents des PTT. Ces cartes sont une occasion inespérée de sauver des Juifs. Comme toute l'administration, les PTT ont dû se plier aux lois de Vichy. Depuis 1940,
les Juifs n'ont plus le droit de travailler à la poste. Aux yeux des forces de l'ordre, posséder une carte professionnelle des PTT revient donc à prouver que l'on n'est pas juif. Une couverture formidable. Grâce à son réseau, Georges Maupomé récupère des photos de juifs cherchant à fuir. Il leur invente des noms et leur fabrique de fausses cartes d'agents des postes. J'ai dû en faire à peu près, ou voler, 300, que j'ai donnés à mon responsable, qui, lui, les a donnés à des réseaux juifs. Au sein de cette résistance PTT, il y a eu effectivement un nombre assez important, quand même, d'éléments qui sont restés dans l'ombre. Ces gens-là, c'était un petit peu les soutiers de la gloire, comme on a l'habitude de le dire, quand on parle de ces anonymes ou de ces petites mains de la résistance, en quelque sorte, et qui ont eu un rôle dont il faut parler, parce qu'on les a peut-être un peu oubliés, et c'est bien dommage. Au fil des mois, la résistance dans les PTT devient de plus en plus active. Vol de lettres de dénonciation, sabotage de câbles téléphoniques ou écoute de lignes allemandes, les opérations se multiplient. À partir de la fin de l'année 1942, cette résistance s'intensifie encore car des événements extérieurs changent la donne et accélèrent le tempo. « 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. Des hommes de la France libre sont là eux aussi. Ils ont rejoint De Gaulle pour continuer le combat contre les nazis. Ils se battent aux côtés des Alliés. En quelques jours, le Maroc et l'Algérie basculent dans le camp du monde libre. Un coup dur pour les Allemands. En représailles, ils franchissent la ligne de démarcation. Désormais, il n'y a plus ni zone libre, ni zone nord. Les nazis imposent leurs lois. Ils se souviennent parfaitement de l'existence du SCT. Et à présent qu'ils contrôlent tout le territoire, les Allemands ne souhaitent pas laisser pareil outil entre les mains de Vichy. Ils craignent que le SCT puisse se retourner contre eux en les espionnant. Les nazis interdisent alors au contrôle technique d'effectuer des écoutes téléphoniques. Laval proteste, mais il doit s'incliner. Le chef du gouvernement est même contraint d'accepter que des militaires du Troisième Reich s'installent dans des centraux téléphoniques et écoutent les Français à la place du SCT. Pour le courrier, en revanche, les Allemands laissent les contrôles techniques opérer. Toutes les synthèses et les interceptions susceptibles de les intéresser sont transmises aux nazis. Elles leur permettent de savoir ce qui se trame et d'arrêter des opposants. La seule raison pour laquelle les Allemands ont laissé les contrôles techniques subsister, c'est parce qu'ils bénéficiaient de leur travail. Sinon, jamais les Allemands ne les auraient laissés travailler. La collusion entre Vichy et les nazis est totale. Pendant près de 2 ans, les contrôles techniques continuent de fonctionner secrètement et partagent leurs informations avec les Allemands. Mais en 1944, un événement inattendu va venir mettre à mal la belle mécanique mise en place par les vichistes. « 18 mois après avoir mis le pied en Afrique du Nord, les Alliés débarquent en Normandie. Semaine après semaine, ils reconquièrent le territoire. Sentant le vent tourner, certains agents du SCT retournent leur veste. Ils décident d'entrer dans la résistance. Secrètement, ils volent alors des notes de synthèse et les font parvenir au général de Gaulle. Comme Pétain en son temps, le chef de la France libre est conquis. Il comprend immédiatement tout l'intérêt des contrôles techniques qui lui permettent de sonder les esprits. À chaque fois qu'une ville est libérée par les Alliés, De Gaulle demande à ses hommes d'investir les contrôles techniques. De Gaulle voit cet outil qui a été monté par Darlan, par Pétain, par Bousquet, et dit « mais c'est un outil extraordinaire, donc on garde tout le monde,
on garde le système, on garde ce système des contrôles techniques, on met simplement à la tête des gens de chez nous, et on va même embaucher. Alors que le régime de Vichy se disloque, le général de Gaulle récupère une à une les commissions de contrôle du SCT. Tout le maillage du territoire et le savoir-faire de Vichy en matière d'espionnage est mis au service de la France libre. Par un ultime pied de nez, le SCT va même se retourner contre les vichistes et permettre de les traquer à leur tour. Car à l'heure où les nazis sont en passe de perdre la guerre, de nombreux collabos se font passer pour gaullistes. Le SCT va permettre de les démasquer. Pendant toute la fin de la guerre, jusqu'à l'armistice du 8 mai 1945, les gaullistes utilisent ainsi allègrement le SCT. Une utilisation lourde de conséquences, car jamais il n'y aura d'épuration. Après la libération, les agents du SCT ne seront pas inquiétés. On ne peut pas les poursuivre puisque ça serait d'une certaine manière mettre au jour l'existence d'un service que les gaullistes ont continué d'utiliser, que les Français libres ont continué d'utiliser, sans aucune publicité bien sûr et de façon totalement clandestine. Et c'est pour ça que, aussi bien pour la justice que pour les historiens, le service des contrôles techniques est devenu le véritable inconnu, vraiment la pièce manquante qui n'a jamais été étudiée. Voilà comment les contrôles techniques sont tombés dans les oubliettes de l'histoire. Heureusement, après la guerre, tous les documents n'ont pas été détruits. Ceux qui subsistent aux archives nationales ont permis de reconstituer un puzzle et de comprendre comment le SCT a fonctionné. Traditionnellement utilisé par les militaires pour contrôler le courrier, la censure postale est devenue un instrument diabolique entre les mains de Philippe Pétain. Avec le SCT, le maréchal a su tout ce qui se tramait dans le pays. Il a aussi abreuvé les services de police d'information, leur permettant de faire arrêter des opposants et des juifs. Après la guerre, les contrôles techniques n'ont jamais réellement disparu. À l'automne 1945, ils ont été rattachés au service des renseignements généraux. Ils ont continué à fonctionner de manière ponctuelle, sous différents noms, au cours de la Ve République.